Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Gagner en bourse. Donc j'avais fait la dernière fois une vidéo sur la relation entre les EPS, donc les earnings per share, et le cours d'une action. Et aujourd'hui on va continuer cette série et aller un peu plus loin avec le détail et l'étude des flux de trésorerie des entreprises. Alors surtout ne partez pas en courant parce que le sujet a l'air beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous allez voir, en réalité c'est plutôt simple. On va illustrer ça tout au long de la vidéo avec des schémas, donc vous allez tout comprendre, ça va être très visuel. Et également, vous allez comprendre tous les ratios dans cette vidéo, tous les ratios qui sont utilisés jusqu'au free cash flow, qui sont donc la dernière étape du flux de trésorerie que nous allons voir en fin de vidéo. Donc à la base, j'avais pas prévu d'en faire une série de ce genre de vidéos, mais je me rends compte qu'il y a pas mal de sujets un peu pointus que j'aimerais approfondir et vulgariser sur la chaîne, puisque ce sont des sujets qui aident réellement à comprendre comment fonctionne la bourse, et donc qui nous aident réellement à prendre de meilleures décisions d'investissement, et donc in fine à gagner plus d'argent et avoir un meilleur rendement. Donc au cours de cette vidéo, nous allons commencer par rappeler quelques bases, puis nous traiterons le sujet des ratios, puis les revenus, les bénéfices bruts, les bénéfices opérationnels, les bénéfices nets, enfin nous verrons l'operating cash flow et enfin les free cash flow, qui est donc la dernière étape du flux de trésorerie d'une entreprise, et nous terminerons comme d'habitude par une conclusion. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, rappelons quelques bases au sujet de la bourse. Il s'agit du placement le plus rentable depuis 100 ans avec en moyenne 7-8% par an net d'inflation. Une action est une part d'entreprise, donc en achetant une action, vous devenez actionnaire et donc propriétaire d'une partie de l'entreprise, et ça je pense que c'est un point que beaucoup d'investisseurs ont tendance à oublier, puisqu'ils ne voient que le cours de bourse et les potentiels rebonds possibles, en oubliant qu'ils achètent avant tout un business et non un graphique. Ensuite, une entreprise a une obligation de rentabilité, c'est-à-dire qu'elle doit faire des profits et en faire le plus possible en dépensant si possible le moins d'argent possible. Et plusieurs outils ratios existent pour nous aider à comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et des ratios, il en existe plein, et ça peut être assez déroutant quand on commence. On peut penser au CA, aux marges, à l'EBIT, l'EBITDA, les EPS, les FCF, les OPEX, les CAPEX. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de termes, et beaucoup de ces termes sont en anglais. Mais une fois que vous aurez compris le flux de trésorerie d'une entreprise, aucun de ces ratios n'aura plus de secret pour vous, et vous comprendrez tout. Nous allons donc lors de cette vidéo partir des revenus, donc la première étape du flux de trésorerie, pour aller jusqu'au free cash flow, la dernière étape. Et sans plus tarder, commençons donc par les revenus. Les revenus, en anglais donc revenues, ce sont les rentrées d'argent d'une entreprise, également appelées chiffres d'affaires. Les revenus, c'est tout simplement le nombre de produits ou services vendus multiplié par leur prix, et généralement les revenus d'une entreprise sont souvent découpés en segments, que ce soit des segments typologiques ou des segments géographiques afin de les catégoriser. Si vous suivez mes analyses d'actions, c'est ce qu'on voit au tout début des vidéos, en voyant la répartition des ventes par segment et par zone géographique. Et donc pour augmenter ses revenus, une entreprise in fine n'a que deux options, soit vendre plus, donc vendre plus de quantité, ou vendre plus cher, donc augmenter les prix, et c'est là qu'intervient le fameux pricing power dont on parle souvent. Et ici vous voyez sur un schéma assez bien illustré, donc j'ai pris un schéma de type Sankey diagramme pour ceux qui connaissent, et on va suivre tout au long de la vidéo comme ça notre flux de trésorerie, et vous voyez ici la première étape qu'on a ajoutée, les revenus. Alors pour l'instant ça vous parle pas trop, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, tout va prendre sens, et vous allez voir c'est très visuel, et vous allez comme ça pouvoir vous représenter le flux de trésorerie d'une entreprise. Ensuite, on a les bénéfices bruts. Donc ça, c'est la deuxième étape. Les bénéfices bruts, ou gross profit en anglais, ce sont les bénéfices après avoir retiré des coûts de vente, ou les COGS, donc les cost of goods sold. Et donc ça, ce sont tous les coûts qui sont liés à la production des produits, à la distribution, au service client, aux matières premières, à la main-d'œuvre et à la génération des revenus. Et donc la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices bruts est appelée la marge brute, donc en anglais gross margin. Et si on reprend notre schéma, vous voyez que ça donne ça. Donc on a les bénéfices bruts en haut, avec une gross margin ici que j'ai simulé à 75%, et vous voyez en dessous les coûts de vente ou les cost of revenue, qui sont donc à 25% des revenus. Ensuite, sur notre troisième étape, on a les bénéfices opérationnels ou les operating income en anglais. Et là, ce sont les bénéfices bruts auxquels on retire les coûts opérationnels ou les OPEX, donc operating expenses. Les coûts opérationnels, ce sont tous les coûts qui sont liés à la vente et au marketing, qu'on appelle S&M, à l'administration, G&A, à la recherche et au développement, R&D. Donc ça, c'est un terme que vous devez connaître, R&D, c'est un terme que l'on voit apparaître souvent, et aux dépréciations et amortissements, D&A.
Donc ce sont en fait tous les coûts qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui ne sont pas directement liés à la fabrication ou à la distribution des produits. Et donc la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel est appelée la marge opérationnelle, en anglais operating margin. Et si on reprend notre schéma, vous voyez qu'on a une marge opérationnelle que j'ai simulée à 50%, et on a donc des coûts opérationnels qui représentent eux aussi 25% du chiffre d'affaires, donc 25% sur les coûts de vente, 25% sur les coûts opérationnels, ça nous donne 50% de marge opérationnelle. Ensuite, sur la quatrième étape, on a les bénéfices nets. Donc ici, on est quasiment au bout de la chaîne, puisque les bénéfices nets, en anglais net income ou earnings, donc les fameux earnings, ce sont les bénéfices opérationnels auxquels on retire les intérêts qui viennent des crédits et les taxes qui viennent des impôts ou autres. Au niveau des bénéfices, il y a plusieurs ratios qu'on utilise, notamment les EPS, donc les Earnings Per Shares, qui sont tout simplement les bénéfices nets divisés par le nombre d'actions en circulation. Les BIT, qui sont les Earnings Before Interest and Taxes, donc en fait c'est l'équivalent du bénéfice opérationnel que l'on a vu juste à l'étape d'avant, mais en ajoutant d'autres revenus qui sont hors vente. Et ensuite on a l'EBITDA, donc ratio également très utilisé et très important à connaître, qui sont les Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, et donc là c'est similaire à l'EBIT, mais sans prendre en compte les coûts opérationnels liés au D&A, donc dépréciation et amortisation. On va revenir juste un peu plus tard sur ce que ça signifie, mais vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que sont les dépréciations et amortisations dans cette vidéo, on fera probablement une vidéo dédiée sur ce sujet. Et donc comme pour les deux étapes précédentes, la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices nets est appelée marge nette, donc net margin en anglais. Et si on reprend notre schéma, ça donne ça, et donc là on a la chaîne qui est quasiment complète, et on voit que j'ai simulé ici une marge nette de 30%, soit des intérêts et taxes équivalents à 20% du chiffre d'affaires. Donc 25 moins 25, 50, moins 20, 30, et on arrive donc à la marge nette qui nous donne les bénéfices nets, qui dans ce cas présent sont équivalents à 30% du chiffre d'affaires. Mais ça c'est vraiment à appliquer au cas par cas, et chaque entreprise aura son propre flux de trésorerie, ses propres ratios, ses propres marges, et ce schéma sera unique pour chaque entreprise. Et juste avant de passer aux deux étapes suivantes, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vers mon application, l'application IQ Invest, qui vous permet de retrouver tous ces ratios au sein d'un Quality Stock Screener, qui vous permet donc de filtrer et de rechercher les meilleures actions du monde entier, de faire votre analyse quantitative, votre analyse fondamentale, et d'acheter vos actions au meilleur moment grâce à une watchlist personnalisée. Et maintenant, donc il nous reste encore une dernière étape avant d'arriver au free cash flow, on est ici à l'avant-dernière étape, et ce sont donc les flux de trésorerie opérationnels, ou operating cash flow en anglais, donc ce sont les bénéfices nets auxquels on rajoute les D&A. Donc vous vous rappelez, les D&A, on les avait enlevés lors du calcul du bénéfice opérationnel, ils étaient inclus dans les OPEX, donc les dépenses opérationnelles, mais pour calculer donc l'operating cash flow, on va les réintégrer dans le total, et on va également ajouter le changement du fonds de roulement, donc en anglais Change in Working Capital. Donc les D&A, ce sont les dépréciations et amortissements, donc ce sont globalement des manipulations comptables, mais on va pas rentrer plus en détail que ça dans cette vidéo, sinon ça va être trop long. Et ensuite on a le Change in Working Capital, donc c'est tout simplement la variation du fonds de roulement d'une entreprise au cours d'une année, donc on va pas non plus rentrer dans le détail du calcul du Change in Working Capital ici. Et donc si on récapitule, on reprend notre schéma, donc vous voyez, alors j'ai enlevé la première partie, les segments, parce que sinon ça allait pas rentrer, donc vous voyez qu'on repart de nos bénéfices nets avec notre marge nette de 30%, donc nos bénéfices nets équivalaient à 30% des revenus, auxquels on rajoute les D&A et le Change in Working Capital, et on obtient donc les OCF, les Operating Cash Flow. Et donc ça va nous permettre de calculer notre dernière étape, les free cash flow. Donc les free cash flow ou flux de trésorerie disponibles en français, vous en avez probablement déjà entendu parler, on en parle très souvent, j'en parle dans chaque analyse d'action, et c'est tout simplement le flux de trésorerie opérationnel, donc les OCF, auxquels on va venir soustraire les CAPEX. Donc qu'est-ce que les CAPEX? Donc CAPEX ça veut dire Capital Expenditures, ou dépenses en capital en français, et ce sont donc les investissements en immobilisation corporelle, donc c'est-à-dire les achats d'actifs physiques, donc tout ce qui va être immobilier, usine, installation afin d'améliorer la capacité de production. Donc ici ça va vraiment être des moyens de production physique. Et ensuite on a les investissements en immobilisation incorporelle, donc comme leur nom l'indique, ça va être les dépenses en actifs non physiques, et donc là ça va englober tout ce qui va être brevet, logiciel, licence, marque commerciale, etc. Donc globalement tout ce qui va être lié aux actifs intangibles. Et donc les CAPEX, ce sont tout simplement des investissements que font les entreprises sur elles-mêmes pour continuer à développer leur croissance.
Et donc la différence entre le chiffre d'affaires et les free cash flow est appelée la marge free cash flow ou free cash flow margin en anglais. Et en général, comme pour les EPS, donc les earnings per shares, on va utiliser les free cash flow per shares qui sont beaucoup plus parlants. Et sur l'application IQ Invest, ce que vous retrouvez sur les free cash flow 1 an, 5 ans et 10 ans, c'est tout simplement la croissance des free cash flow per shares. Donc c'est très important à prendre en compte, mais sur IQ Invest, tous les ratios sont exprimés par action, que ce soit le chiffre d'affaires, les free cash flow, les EPS ou même la croissance des dividendes qui sont eux aussi par action, tout simplement parce que c'est beaucoup plus parlant, ça permet de prendre en compte les émissions de nouvelles actions, mais aussi les rachats d'actions que l'entreprise pourrait effectuer. Et donc si on récapitule sur notre schéma, vous voyez que la boucle est bouclée puisqu'on arrive tout à la fin avec nos free cash flow. Donc ici on simule une marge de free cash flow de 20% et donc on reprend nos operating cash flow auxquels on vient soustraire les capex. Donc ici en l'occurrence je les ai simulés à 20%. Alors mon schéma à la fin est pas juste en termes de proportion, mais les free cash flow margin représentent donc 50% des OCF qui représentent eux-mêmes 40% des revenus. Donc les free cash flow représentent 20% des revenus in fine. Et ici on a donc un pourcentage de dépenses en capex qui serait à 50% des OCF, donc 50% du résultat opérationnel. Et c'est d'ailleurs le pourcentage que vous retrouvez dans l'application IQ Invest quand vous voyez pourcentage CAPEX, et c'est un point également sur lequel je reviens dans chaque vidéo d'analyse d'action, c'est à ce pourcentage-là que ça correspond, donc le pourcentage de CAPEX par rapport aux operating cash flow. Donc voilà, normalement toutes ces notions devraient être beaucoup plus claires pour vous grâce à ce schéma, et il est très important de retenir que les free cash flow, in fine, c'est vraiment ce qui reste en cash à l'entreprise, et c'est pour ça que ça s'appelle le flux de trésorerie disponible, c'est l'argent qui est directement disponible sur les comptes de l'entreprise, et c'est ce qui reste après avoir payé 100% des dépenses de l'entreprise. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien vous menant vers des codes et des offres de parrainage pour ouvrir un PEA ou un compte titre chez les meilleurs courtiers du marché, si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, pour conclure, il est très important de comprendre le flux de trésorerie d'une entreprise, ou le cash flow, pour comprendre son business model, donc pour comprendre comment elle gagne de l'argent et aussi comment elle dépense son argent. Également, il y a deux ratios qui sont couramment utilisés pour mesurer la croissance d'une entreprise. On les a vus, ce sont les EPS, donc les earnings per shares, ou les free cash flow per shares. En règle générale, il est admis dans le monde de l'investissement que les free cash flow sont plus fiables que les EPS. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins faciles à trafiquer via les DNA, donc les Depreciation and Amortization, qui sont des manipulations comptables et qui donc peuvent manipuler les earnings. Et donc comme on l'avait vu dans notre vidéo sur les EPS, le cours d'une action sur le long terme suivra la croissance des EPS et des free cash flow. Et donc au final, pour augmenter sa croissance, une entreprise a deux options. Elle peut soit augmenter ses revenus comme on l'a vu, ou diminuer ses coûts et donc augmenter ses marges. Et l'idéal, bien sûr, est quand une entreprise fait les deux, donc quand elle a une bonne croissance des revenus, une bonne croissance du chiffre d'affaires, mais également que la croissance des free cash flow est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Tout simplement car si les free cash flow augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui est perdu de bout en bout sur le flux de trésorerie, et donc ça c'est très positif puisque ça veut dire que l'entreprise améliore son efficacité opérationnelle. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si vous connaissiez tous ces ratios et toutes ces notions, ou posez-moi vos questions si vous en avez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.